Une action, un événement, votre visibilité sur Info Marshall. Est-ce la fin de l'hypocrisie sur le sujet? Tout le monde le savait depuis des années, mais détournait soigneusement le regard. Certains se sont même mouillés en finançant indirectement cette traite des nègres en Libye. Après les condamnations, souvent de circonstances, l'indignation affichée des grands de ce monde qui feignent de découvrir l'ampleur du mal et les secours tardifs de quelques dirigeants africains, c'est quoi la suite? Quelles sanctions pour les milliers de Libyens qui se sont livrés à ce trafic odieux qui, il faut le rappeler, a déjà été érigé ici en France par l'Assemblée nationale en 2001 en crime contre l'humanité? Quelles mesures pour les Européens qui ont refilé des milliards d'euros à ces négriers pour faire la sale besogne afin de stopper le flux d'arrivée des migrants dans notre citadelle? Quelles mesures pour les dirigeants africains qui n'offrent pas d'espoir à une jeunesse désemparée et désenchantée? Et enfin, quel dispositif pour mettre un terme à cette chimère? Comment faire croire à ces jeunes que l'herbe est plus verte chez eux qu'ailleurs? Bonjour et bienvenue dans le débat africain consacré aujourd'hui à l'esclavage en Libye, avec plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, maître Kenneth Fellio, avocat au barreau de Bruxelles. Il s'est illustré ces dernières années dans les questions de réparation et d'esclavage. Il était également avocat dans l'affaire Taubira lorsqu'elle a été comparée à un singe. Second invité, Thierry Alafort du Verger, notre second invité, qui est directeur général de Médecins sans frontières, qui a travaillé sur place en Libye. Je parle de Médecins sans frontières sur cette question des migrants pendant assez longtemps. Je crois que Médecins sans frontières y est encore. Et puis, troisième invité, Claudie Siard, producteur délégué à RFI, qui présente le magazine Couleur Tropicale tous les jours. Oui. Et qui est également dans plusieurs associations, on ne va pas toutes les citer ici. Le CREFOM, le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, et donc le collectif que j'ai créé, fondé, pour justement lutter contre l'esclavage et les camps de concentration en Libye. Je dois dire que beaucoup se souviennent de vous avec ce qui vient de se passer, parce que votre indignation a interpellé tout le monde, la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Donc, vous êtes devenu un peu le porte-parole. Et puis nous a rejoint dans cette seconde partie du débat Kassi Assemian, qui est anthropologue de formation, essayiste, et est le patron des éditions Aniboué, spécialisé dans les grandes questions sur l'Afrique. Bonjour et merci de nous rejoindre. Bonjour. Alors, dans la première partie, nous avons un peu planté le décor, ce qui se passe, la situation de ce noir un peu partout dans le monde, on va dire, et de cette situation d'esclavage que l'on retrouve dans plusieurs pays, pas seulement en Libye. Maintenant que tout le monde s'est indigné, on fait quoi? C'est quoi la suite? Monsieur Alafort, alors, c'est quoi la suite? Pour tout ce qui est le début de votre introduction, je ne suis pas sûr que je sois la personne la mieux placée pour répondre. Nous, on va surtout s'atteler à essayer d'aider ces personnes où elles sont. Mais vous êtes sur le terrain au quotidien. Vous voyez ce qui se passe. Comment on peut arriver à mettre fin d'abord à ces déplacements intempestifs des jeunes qui passent par la Libye? Ce que je voulais dire au départ, c'est que moi, je ne mettrais pas un terme à leur déplacement. Ils mettront un terme, des États, des communautés autour d'eux les convaincront de mettre un terme. Et s'ils doivent mettre un terme aussi, je ne suis pas là pour me prononcer là-dessus. Ce que je vois, c'est que c'est un fait. Les gens arrivent en Libye. Sont en Libye, on parle de migrants, mais aussi d'immigrés. Il y a des gens qui veulent rester en Libye, il faut le dire, quand on parle de ce million. Bon, il faut être costaud pour vouloir rester dans ces circonstances-là. Oui, mais il y en a qui, oui, mais ils sont costauds. Les gens qui vont faire ce qu'ils vont faire, ce que vous disiez tout à l'heure, ils sont costauds. Donc il y en a qui vont rester, il y en a qui vont vouloir traverser. En tous les cas, on voit bien que l'externalisation de la problématique par l'Union européenne et le fait de, par exemple, la marine libyenne aujourd'hui qui les ramène vers cet enfer. Ça, c'est notre problème quotidien. Nous, on travaille dans les centres de détention. Ça, c'est notre problème quotidien. Comment on va faire? Moi, je n'ai pas une solution. Hein. C'est des problèmes évidemment complexes. Mais je pense qu'il faut repenser les politiques migratoires en Mais on Europe. dit ça depuis longtemps, mais moi, j'ai envie qu'on dise des choses très, très concrètes. Très concrètes. Mais ce que je veux dire, ce que nous, on va faire, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, et là, par exemple, si on voulait aider les gens en Libye aujourd'hui, aujourd'hui, le système des Nations Unies est pratiquement absent. Le HCR, il n'y a pas, et pour des bonnes raisons, des raisons de sécurité. Les diplomaties sont-elles présentes en Libye? La plupart sont en Tunisie. Nous, on est présents avec des petites équipes, et la situation libyenne est une situation chaotique, dangereuse. Donc, comment aider ces gens? Soit les aider à sortir, soit les aider à sortir, soit aller les aider sur place.
pour les aider sur place. La situation le permet-elle? Oui, un petit peu, on essaye. Nous, et ce que je disais, on est prêt des fois à se demander si on est juste un faire-valoir et s'il ne faudrait pas partir. Les aider à sortir, à rentrer chez eux, mais dans des bonnes conditions. Les aider à arriver dans des pays tiers où ils voudraient s'installer. Mais bon, il n'y aura pas de pays tiers qui veuille qu'ils s'installent. Donc, je pense que tout à l'heure, Maître Cherkenet parlait de la négrophobie. Ça, c'est une réalité. Pour changer les choses, il faut qu'il y ait des décisions politiques. Et effectivement, nous, autour de la table, nous n'avons pas ce pouvoir-là. Décision politique, que ce soit... Mais on peut suggérer. Non, oui, bien sûr. L'Union européenne, que ce soit également quelles sont les politiques, pour le développement qu'adopteront les différents pays. Et puis, vous avez une réalité, puisque nous sommes là au cœur de la condition humaine. Et nous dressons, nous, contre les politiques de migration, ou en tout cas pour stopper cette migration mise en place par l'Union européenne. Et donc nous sommes là face à la dignité humaine. À quel moment nous allons mettre au cœur du débat la dignité humaine? Et moi je fais partie de ces gens qui sont contre le fait d'empêcher, quels que soient les peuples, quels que soient les individus, de circuler à leur guise. Alors je sais que les États, c'est pas bien de dire ça, parce qu'on vous dit, mais non, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des lois, quoi que ce soit. Ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, sauf que les règles édictées, tout ça est faussé, c'est un jeu faussé, puisque vous êtes des prédateurs de certains pays, et donc ces populations-là ne peuvent pas vivre sur leur terre. Mais on a envie de répondre, Claudie, que le prédateur, comme vous le décrivez, mettons que ce soit le prédateur, il a le moyen de vous réduire en esclavage, comme c'est le cas. Eh ben comment on fait? Non, mais c'est exactement ça. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait un courage véritable des dirigeants africains. Je suis désolé. Moi, je suis très content qu'Emmanuel Macron, à un moment donné, ait dit « c'est un crime contre l'humanité ». Bon, il le dit. Ce que nous savions. Non, il va beaucoup plus loin. Il demande une réunion immédiate du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, il devient le maître du jeu. Et c'est lui qui prend le leadership, c'est lui qui décide dans ce dossier. Et ça, en termes de légitimité, c'est un problème. Ce ne sont pas des Français qui sont en Libye. Non. Ce sont bien de jeunes Africains. Ça veut dire que vous avez des responsables politiques qui ne voient pas à redire dans le fait que ce soit le président français qui prenne le leadership là-dessus. On en revient aux proconsuls, on en revient à ces hommes qui ne voient leur valeur que dans le regard de l'occidental et qui n'osent pas bouger le petit doigt. Moi, j'aurais tant aimé entendre un chef d'État africain dire « c'est un crime contre l'humanité » tout de suite, immédiatement. Les quelques déclarations des uns et des autres étaient tellement timorées, mieux valait ne rien faire. Je pense que la déclaration du président Macron ne va pas changer la situation, même s'il saisit les Nations Unies, c'est-à-dire l'ONU. Parce qu'aujourd'hui, la situation que nos frères vivent en Libye demande deux réactions. Vous avez plus de 800 000 personnes qui sont concernées par cette situation difficile en Libye, dont une partie est vendue comme du bétail. Comme du bétail. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des mesures immédiates, c'est-à-dire non seulement s'apitoyer sur le sort des images qu'on a vues, des personnes qui ont été victimes des images qu'on a vues, mais aussi dire qu'est-ce qu'on fait pour ces 800 000 personnes qui sont dans le désert, qui meurent dans le désert, qui meurent par milliers tous les jours et pour lesquels il n'y a rien. Mais on a envie de vous répondre dans le même temps que pourquoi ils prennent le chemin du désert? Non, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire d'expliquer à ces jeunes-là, désespérés, désenchantés? Qu'il est préférable de crever chez eux? Oui. Peut-être. Est-ce qu'il est préférable de crever ailleurs? Non, parce qu'il y a l'espoir de vivre mieux ailleurs. Oui, mais cet espoir, on sait bien qu'il est faux. Non, il n'est pas faux. C'est pas vrai. Alain, votre question est dangereuse. Votre question me renvoie au mépris des classes moyennes africaines qui ont la possibilité d'envoyer leurs enfants faire leurs études à Harvard et ailleurs, et qui disent, nous, on peut le faire, vous crevez là. Et en fait, vous avez une question importante. Ces jeunes-là disent, OK, c'est le cercle des tropiques, nous, on s'évade de là, parce qu'on a très bien compris que depuis le début, les dés sont pipés. Et pourquoi les dés sont pipés? L'Afrique ne s'est pas autodéterminée depuis, parce que nous sommes sur injonction religieuse, islam
et catholicisme depuis très longtemps. Nous sommes sur des injonctions de langue, nous sommes sur des injonctions de frontières avec le découpage de nos pays avec la conférence de Berlin. Nous avons les accords de Lomé 1, Lomé 2, Cotonou 1, Cotonou 2, le franc CFA, qui nous empêchent de nous industrialiser. Donc, quand juridiquement on regarde ces outils de domination, je vous dis que ceux qui partent, pour moi, sont mes héros. Pourquoi? Parce qu'ils refusent la fatalité. Moi, j'ai envie de vous répondre. Je sors un peu de mon rôle pour vous dire, j'ai envie de vous répondre, et ceux qui vous écoutent diront la même chose. C'est un peu facile de rester là à Paris et d'oublier ce qu'on a vu, ce qu'on regarde sur ces images-là, et de dire... Continuez d'y aller. Non, mais écoutez, parce que pour l'instant, ils ne sont pas les vainqueurs. Ils sont les perdants. Non, mais vous n'avez même pas laissé finir mon raisonnement. Allez-y, Kenneth. Pourquoi ces jeunes fuient? Parce qu'on n'a pas de démocratie en Afrique, puisque j'y étais. Dans mon pays d'origine, pour prendre le pouvoir, il faut payer les gens. Et pourquoi les gens attendent? Mais ici aussi, on paye les gens. Non, mais ce n'est pas la question. Moi, je parle de chez moi. Moi, je veux dire, ce qui se passe en Occident, l'Occident peut se payer le luxe de ses dérives. Nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que l'Afrique est dans une extrême détresse depuis au moins 600 ans. Donc nous devons être plus sérieux que les autres. Dans mon pays, le moment des élections, c'est le moment de la grande liesse. On attend, on prend de l'argent, et les Béninois de l'extérieur, en tout cas, ceux qui estiment être de la classe moyenne, disent « nous avons une grande démocratie ». Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que... Nous n'allons pas aller sur ce terrain-là parce qu'il y a déjà eu des sujets dessus. Moi, j'ai envie qu'on parle des choses très concrètes parce que le temps tourne vite. La conséquence... Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai entendu... Kenneth, je vous interromps parce que le temps tourne vite. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quand vous dites, ils sont mes héros, vous encouragez des jeunes à aller mourir dans le désert, c'est ça l'idée? Il faut que nos gouvernants comprennent qu'ils ont des jeunes motivés, s'ils sont capables de traverser un désert à 50 degrés, de braver des eaux... Oui, mais là, pour l'instant, ils ne traversent pas. L'essentiel meurt. J'ai pas fini. S'ils ont un mental aussi solide que celle des forces spéciales, on peut, avec des projets, les maintenir sur place. Là, je suis d'accord avec vous. Non, mais je n'avais pas fini mon raisonnement. Là, je suis d'accord avec vous. Ils sont capables de développer ce pays. Mais qu'est-ce qu'ils prouvent, ces gosses-là? Que nos pays sont mal gouvernés par des proconsuls qui prennent leurs ordres de l'extérieur et qui ne font rien pour développer chez eux. Vous avez lu un peu sur les réseaux sociaux. J'ai pas vu un message depuis une semaine qui dit du bien d'un responsable politique en Afrique. Pas un message. Ils sont tous vilipendés. Ça, c'est pas nouveau. Non. Je pense que là, cet épisode-là, il y aura un avant et il y aura un après. Là, je pense que le fossé se creuse de plus en plus entre les populations et les dirigeants. Vous ne vous rendez pas compte. C'est-à-dire que là, c'est comme si ce que l'on soupçonnait devenait très clair là au regard de ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vous dis que l'épisode avec Emmanuel Macron qui prend le leadership sur ce dossier-là, c'est dévastateur. Dévastateur. En pratique, qu'est-ce qui... Je dis pratiquement, il y a une urgence aujourd'hui. On vient de voir une partie où les gens sont vendus. Voilà. Et posons-nous la question, que deviennent les 800 000 personnes? C'est par rapport à ça qu'on peut demander qu'est-ce que nos gouvernants peuvent faire. Tout ce que nous dénonçons ici, nous le savons depuis longtemps. Me diriez-vous que les chefs d'État africains ne savaient pas qu'il y avait de l'esclavage en Afrique? Ils savent tous. En Mauritanie, qui est membre de l'Union africaine, il faut même parler de l'Union africaine. On va parler. L'Union africaine, c'est une coquille vide. Oui. Ça, tout le monde le sait. Donc je pense que l'essentiel n'est pas de ressasser sur le rôle de nos chefs d'État. Ce que je dirais, c'est qu'il faut, à la limite, inviter, si la population est si déchaînée que ça, qu'ils descendent dans les rues des différents pays et qu'ils les chassent du pouvoir. Il y a suffisamment d'intellectuels. Là, vous appelez carrément à l'insurrection. À l'insurrection, mais oui. Mais vous y allez fort. On est proche d'une révolution. Pourquoi faire l'hypocrisie? Nous sommes là en train de dire que nos dirigeants ne valent pas le coup, qu'ils ne savent rien faire. Et nous restons là. Vous ne pensez pas qu'on va dire, ça c'est le débat de quelques personnes en bord de scène qui sont confortablement installées et qui appellent à la révolte. On dit qu'est-ce que nos chefs d'État font pour les 800 000 personnes qui sont là-bas aujourd'hui en Libye. Notre idée c'était de dire qu'est-ce qu'on propose. Qu'est-ce qu'on propose très concrètement pour pouvoir en finir? On va prendre ça de façon un peu ordonnée. On va prendre ça de façon un peu ordonnée, maître. Là, on commence par les autorités locales. Que peuvent proposer ces dirigeants locaux pour, on va dire, garder ces populations, cette main-d'œuvre sur place, garder cette jeunesse dont elle a besoin sur place?
Quelles sont les mesures qui peuvent... L'Union africaine, c'est une blague. D'abord parce qu'elle est financée par l'Union européenne et par les Nations unies. Donc, encore une fois... Les Américains. Et les Américains. Et donc, encore une fois, ça veut dire qu'elle n'est pas libre d'elle-même, puisque c'est les autres qui la financent. Première chose, il faut reconfigurer complètement ce continent. Et il faut le reconfigurer. Comment? Faire en sorte qu'il y ait de vraies élections et que de vrais politiciens reprennent le pouvoir. Ça, c'est la première question. Sinon, ces jeunes qui vont revenir chez nous vont être finalement le ferment d'une révolution violente. Pourquoi je dis ça? J'ai remarqué dimanche que les jeunes qui sortaient, donc les jeunes noirs, étaient hébétés parce qu'ils sont nés ici. Ils subissent des discriminations. Ils ne comprenaient pas comment... Vous parlez lors de la manifestation. Ils ne comprenaient pas, j'ai remarqué, c'était l'hébétude. Moi, j'ai compris ce qui se passe, parce que j'ai travaillé sur les questions des migrations. Okay? Mais ils ne comprenaient pas. Il faut absolument que le logiciel change. Aucun pouvoir africain ne va résister encore 5 ans à sa propre inertie. Ce n'est pas possible. Cassie? Oui, moi je pense qu'on est en train de parler de quelque chose de général alors qu'il y a un cas concret aujourd'hui. C'est-à-dire que nos frères qui sont là, les 800 000, vous savez, le désert, j'ai pratiqué le Maghreb, je sais ce que c'est. Vous allez même aujourd'hui à Rabat, il y a des camps de réfugiés africains qui sont à Rabat où les gens ne mangent pratiquement pas de la journée. Deux fois, ils mangent une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours. Il se passe quotidiennement des drames. Devant une telle situation, il faut absolument que les dirigeants réagissent. Vous prenez par exemple l'OTAN, l'Occident, ceux qui ont créé le désordre en Libye. Ils ont la capacité d'intervenir aujourd'hui et de sauver la vie des 800 personnes qui sont en danger. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour ces 800 000 personnes. On fait une intervention. On fait une intervention. Ils ont la possibilité. Une intervention militaire. Une intervention militaire. Carrément. Pour les mettre à l'abri. Oui. Parce que tout ce qu'on va gesticuler, ce n'est pas aujourd'hui qu'Alpha Condé en Guinée va prendre des mesures pour insérer les jeunes. Ce n'est pas aujourd'hui que Alassane Ouattara va trouver des solutions pour la jeunesse. Ce n'est pas demain que Paul Biya au Cameroun va résoudre. C'est de l'hypocrisie intellectuelle. Il y a eu la notion, il y a eu le droit d'ingérence. Oui. On nous l'a balancé, vous vous souvenez, de manière très poétique à l'époque. C'est maintenant qu'il faut l'appliquer. Oui. Vous attendez quoi? Que les 800 000 carrément, vous demandez une intervention. Mais oui, je suis désolé. Pour sauver la vie des gens qui sont en danger. Si on allait sur le droit d'ingérence, parce qu'on pourra en discuter des heures, et je ne serais pas d'accord avec Bernard Kouchner sur le sujet, mais peu importe. Là, je trouve ça un peu, personnellement, précipité d'appeler à une intervention militaire, parce que... Non mais je finis. Humanitaire. Attention, laissez-le terminer. Attention, non, mais beaucoup de guerres ont été sous le nom de l'humanitaire. Je ne vais pas vous rappeler la guerre en Libye. Oui. C'était pour arrêter un massacre. Rappelez-vous. Rappelez-vous BHL. Rappelez-vous. Donc c'était pour arrêter un massacre. Donc beaucoup de guerres prennent la couverture humanitaire. Donc je mets juste en garde. Je ne me prononce pas s'il faudrait ou pas. Là, il est vrai, et vous êtes très clair, il y a un cas concret aujourd'hui. Il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers dans des difficultés, dans des centres, comme je disais, dits officiels, ou dans des maisons cachées, des gens qui ont été kidnappés, torturés, extorqués de leur argent. Nous, on fait rien. C'est tout petit ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut déployer de l'aide à ces gens-là et de la protection? Ils le méritent. Ils méritent de la protection. La seule protection, soit on arrive à la donner sur place, soit ils la trouvent à l'extérieur. Et on parle de très court terme, là maintenant, pour que des gens survivent. Et là, quand je parlais de politique migratoire, est-ce qu'il faut revoir quand même, parce qu'on voit bien la compression, la possibilité de traverser la Méditerranée, ce qui est moins vrai ces derniers jours, hein, on voit une reprise, et alors ça, c'est des jeux entre... on a l'impression, on entend nos États dire... on va lutter contre les trafiquants. Ça revient beaucoup, on va lutter contre ces trafiquants. Mais c'est une offre, c'est une offre de la demande, et on a l'impression qu'il n'y a pas de porosité entre qui gouverne en Libye et les trafiquants. On a cette impression qu'allez, on va arrêter les trafiquants et tout va être réglé. Mais bien sûr que non, on le sait très bien. Donc, à mon avis, l'asile doit être revu
de manière un peu plus large, et ces personnes méritent l'asile aujourd'hui, hein, et comme on parlait tout à l'heure des Syriens qui le méritaient parce qu'ils fuyaient la guerre, donc voilà. Quel type d'asile? Je sais bien qu'ils ne reprendraient pas aux conventions de Genève, mais peu importe, on peut trouver ça. Sur place, la situation est une situation chaotique où on a du mal à déployer une aide et une protection suffisante pour ces populations. La question... Alors, oui, oui, c'est bien d'avoir dit il y a un cas concret et il faut pouvoir y répondre de façon concrète parce qu'il faut les sauver. Moi, j'ai toujours peur de celui qui est le négrier et qui, finalement, pourrait se dire, bon, là, je vais être traqué parce que pour faire un peu de com, les autorités vont peut-être venir prendre ma cargaison ou je m'en débarrasse rapidement, je l'envoie dans la péninsule arabique ou alors, s'il le faut, bon, bah, je les tue tous, c'est comme ça, le problème est réglé. Mais c'est vrai, il faut faire quelque chose immédiatement, sinon, nous risquons encore de perdre énormément de jeunes. Et puis, parce que vous avez posé une question très claire, quelles sont les solutions? Alors, intervention immédiate, d'accord, pas de problème. Maintenant, à long terme. Parce que le problème, finalement, si vous ne réglez pas la pathologie au plus profond de sa racine, les choses reviendront. Premièrement, l'Union européenne doit revoir sa politique avec l'Union africaine et avec les différents pays d'Afrique. C'est-à-dire cesser cette politique qui veut que l'on soit le dominant sur des dominants et qu'on continue, de toute façon, quoi qu'il en coûte, que l'on continue à être des prédateurs. C'est ça. Je fais un peu des raccourcis économiques. Non, mais attendez, je vais terminer votre truc. Non, mais je prends des raccourcis. Non, c'est pas de l'idéologie parce que après, ça a une répercussion sur la vie des gens. Ça explique que ces jeunes partent regarder derrière vous. C'est le fondement du système. Donc le système. Non, mais attendez. Je voudrais juste terminer. Tout à l'heure, j'ai expliqué que nous sommes dans un monde créé par les Occidentaux et qu'ils sont les maîtres du jeu. Sauf qu'à un moment donné dans la vie, moi si je vous sors un billet et je vous dis ce billet-là, il n'a que la valeur que je lui accorde. Un système n'a que la valeur qu'on lui accorde. Si vous dites, moi, nous sommes tous là autour de la table, et si, par exemple, tous les trois, vous êtes les maîtres du jeu, et nous, on subit, à un moment donné, on va dire, nous, on va arrêter de jouer, on va sortir de votre jeu, on va créer notre petit jeu à nous, et vous restez dans votre jeu. Et là, subitement, vous avez besoin de ce que nous avons, et ça fonctionne plus. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, ce ne sont pas des mots et des théories. Les êtres humains sont capables de changer leur vie. Un autre monde est possible, pour paraphraser mon ami Awadi. Alors, deuxième chose, la France doit changer également sa politique à l'endroit des pays d'Afrique francophone et arrêter de dire c'est nous qui décidons parce que nous avons de grandes entreprises qui détiennent les marchés, des monopoles et que donc c'est nous qui faisons et défaisons les rois. Faut qu'on moi j'ai envie de soyons réalistes. C'est du réalisme. Non, parce que tu vois. Vous savez pourquoi c'est du réalisme? Vous savez pourquoi c'est du réalisme? Vous savez pourquoi c'est du réalisme? Dis-moi. Peut-être que pour l'instant, ça vous semble utopique, mais c'est avec les utopies qu'on change le monde. Pourquoi ça vous semble utopique? Parce que vous dites, mais non, en termes de business, il y a trop de business. Sauf qu'à un moment donné, pour l'instant, on accepte les conséquences du fait que la France ait des monopoles. Sauf qu'à un moment donné, lorsqu'il y aura plus de problèmes que de solutions, enfin en tout cas plus de... je cherche mes mots, mais en tout cas plus d'inconvénients. D'inconvénients que d'avantages. Donc à un moment donné, on repensera la politique. Donc, je voudrais juste terminer ça, c'est très important. La France doit revoir sa relation avec les pays d'Afrique francophone. Et puis les dirigeants africains doivent désormais décider de prendre en compte le sort de leur population, et en particulier de leur jeunesse. Il est important que sur un continent de jeunes, que l'on consulte cette jeunesse, qu'il y ait des consultations nationales de la jeunesse, que l'on parle à la jeunesse, qu'on écoute, qu'elle nous dise... Non, mais attendez, qui peut s'opposer à cette idée? Attendez, mais puisqu'ils ne le font pas, mais c'est du concret. Tu as beau dire ça, ça l'existe. Et je voudrais terminer, parce que... Oui. Ce qui nous occupe là sur l'esclavage, moi qui suis un descendant des déportés d'Afrique, ça fait une quinzaine d'années, et vous le savez, que je plaide pour que l'Union africaine décrète une journée officielle de souvenir à la mémoire des millions de... L'Union africaine ne sert à rien. Il faut même la disparition. Est-ce que je peux juste terminer? Est-ce que je peux juste terminer mon propos? Est-ce que je peux juste terminer mon propos? Non, attendez. Vas-y, Claudie, termine. L'Union africaine, c'est quand même, aujourd'hui, c'est une instance qui existe. C'est elle qui décide, avec tout ce que l'on peut lui reprocher. Il faut la faire disparaître. Non, mais je suis d'accord. Je voudrais juste terminer. Aujourd'hui, c'est l'instance qui régit l'ensemble. Même si, je suis d'accord, on est entièrement d'accord sur le constat. On est entièrement d'accord que l'Union africaine instaure une journée du souvenir des millions d'Africains déportés. Nous avons, nous, le culte des ancêtres sur le continent. Et nous avons le culte pour tous les ancêtres, sauf pour ceux-là.
Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça va peut-être changer. On parle, l'esclavage écoutez, l'esclavage, il est partout en Afrique. Il n'est pas qu'en Afrique du Nord, il est également en Afrique subsaharienne. Et peut-être que s'il y a à la fois une journée, un enseignement de cette histoire-là, peut-être que écoutez-moi, les imaginaires changeront, que les mentalités évolueront. Il ne faut pas voir aujourd'hui pour demain. Il faut voir aujourd'hui pour après-demain. Non, c'est pas trop tard, laissé terminer. Mais parce que les crimes durent depuis trop longtemps. C'est Cassie. Oui, non, je voudrais dire que tout ça, c'est bien. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord sur le principe. Mais vous savez très bien que ça fait plus de 60 ans maintenant que les pays africains ont fait des vœux pieux. Il faut apprendre, dans aucun des pays africains, on enseigne l'histoire de l'Afrique aux gens, aux jeunes. J'en parle tous les jours. Moi, je suis éditeur, je sais de quoi je parle. Oui, je sais. Et donc, pour changer, on ne peut pas changer avec les gens qui sont là aujourd'hui, ni avec les structures qui sont là. Voyez-vous, je vous dis, par exemple, l'Union africaine, il faut faire disparaître cet organisme-là. Ça, on l'a entendu, passons à autre chose. Pour faire naître autre chose. Les États africains tels qu'ils sont, il faut permettre à cette jeunesse-là, il faut tout faire pour les sauver, qu'ils retournent chez eux avec l'expérience qu'ils ont vécue. Moi, j'ai le sentiment, après cette discussion, que personne à aucun moment ne s'est adressé à cette jeunesse-là en lui disant clairement, OK, vous avez vécu ce que vous avez vécu. Peut-être qu'il faut penser différemment. Mais ce n'est pas eux penser différemment. Non, mais c'est eux qui meurent, c'est pas ces dirigeants-là qui meurent. Ce n'est pas... Non, attendez. Si eux sont dans cette situation-là, c'est parce qu'on les y a poussés. Oui, mais dans le même cas, la solution qu'ils ont choisie n'est pas à leur avantage, Claudie. Mais ce n'est pas à eux à trouver les solutions. Ils cherchent des solutions. Non, puisqu'il s'agit d'eux, Claudie. Mais pas quelqu'un d'autre qui va choisir leur solution. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ils cherchent des solutions. Ils sont l'expression visuelle de la mauvaise gouvernance dans nos pays. Une fois qu'on a dit ça, ils continuent de le faire. Oui, mais... Puisque ces dirigeants sont là, soyons réalistes. J'ai l'impression que vous parlez de gens que vous avez déjà... Je vous dis, il y a 800 000 personnes qui sont encore dans le désert. Il y a plus de gens qui meurent que ce qu'on nous a montré dans les images. Non, mais moi je parle des jeunes qui, pour l'instant, ne sont pas dans le désert. Parce que vous avez déjà dit ça. Ceux qui sont à la maison. Parce que les parents pleurent. Parce que vous avez rencontré des parents qui vous demandent de convaincre leurs enfants de ne pas prendre le chemin du désert. Vous avez dans vos familles des jeunes à qui vous demandez de ne pas prendre ces risques-là. D'utiliser l'argent de la traversée, qui quelquefois peut servir à créer un commerce, à commencer une affaire, à partir. Et vous êtes en train de me dire, non, il faut qu'ils continuent de partir. Non, on ne dit pas ça. Non, c'est pas ce qu'on dit. On dit qu'il y a des vies qui sont en jeu. Il faut déjà sauver. Qu'aurait fait aujourd'hui la France, les États-Unis et les Occidentaux, si parmi les gens qui sont dans le désert aujourd'hui, s'il y avait des Blancs, s'il y avait des Américains, croyez-vous qu'ils vont tenir les raisonnements que vous tenez? Les raisonnements que vous tenez, c'est lorsqu'on a libéré les gens et que les gens sont à la maison. Non, on l'a déjà dit. Non. Dans notre rendez-vous, on l'a déjà dit. Vous avez dit qu'il fallait une intervention. Oui. Ça, on a entendu. Non, ne transformez pas ce que... Je n'ai pas dit une intervention. L'intervention, c'est-à-dire, il faut sauver. Moi, je dis, il faut sauver. Je n'ai pas dit la forme. Je dis, il faut sauver les 800 000 qui sont encore là-bas. Une fois qu'on les a sauvés, les 800 000 retournés chez eux, ils sont capables eux-mêmes de participer à la conscientisation de leurs frères qui sont restés. Mais tant qu'ils sont là-bas et qu'ils meurent... On leur demandait juste de rester. Mais tous les autres jeunes, par exemple, qui ne souhaitent pas partir, mais qui subissent le chômage, qui subissent... exactement. On n'est pas là pour déterminer la politique de jeunesse de ces jeunes africains. On est là parce qu'il y a des gens qui ont la vie... Non, mais pour moi, ces jeunes-là ne sont pas à part des autres. C'est la même jeunesse. Oui, mais eux, ils sont pas en danger. Monsieur Cassi, il est sur une problématique d'urgence. Mais il y a urgence. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il a raison. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Mais ça, on est d'accord. Parce que là, il y a une semaine, CNN et tout le monde. Mais on sait que ça fait longtemps. Et on sait que c'est une urgence. Et je comprends très bien la démarche politique à long terme, mais là, aujourd'hui, il y a une urgence. Voilà. Et comme je disais, moi, je n'ai pas de solution en miracle, mais je pense que c'est soit une aide forte de protection et de support à l'intérieur, et ça, je pense que c'est très difficile aujourd'hui, soit un asile. Et un asile, ça veut dire
les frontières s'ouvrent. Et les frontières, ça peut être aussi des frontières de retour. L'aide au retour, mais correcte, de populations qui sont enfermées là-bas et qui reviendraient au Niger et qui vont être accompagnées. Nous, on a une équipe au Niger, par exemple, qui est en train d'étudier un peu comment les gens... Il y a des gens qui reviennent. On voit ce qu'essaye de mettre la France en place pour éviter la traversée et autoriser avec les missions de l'OFPRA d'obtenir l'asile directement sur place au Niger, au Tchad, si je ne me trompe pas. Mais ça sera sûrement une goutte d'eau. Mais par contre, il faut au minimum, là tout de suite, il faut réouvrir et pas que les Africaines et les Européennes. Le sujet est très vaste et malheureusement le temps est réduit sur cette antenne. Une fois qu'effectivement on a pu rapatrier, parce que c'est ce qu'il faut, entièrement d'accord, une urgence, il faut les sauver. Une fois qu'on les a rapatriés, et après. Nous arrivons malheureusement au terme de ce sujet, mais on va encore en discuter longtemps puisqu'il est vaste et qu'on n'est qu'au début. Le temps est très très court pour pouvoir rester à parler de ça toute la soirée. Merci à vous de nous avoir regardés chez vous et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre sujet chaud d'actualité de l'Afrique. À très vite. Une action, un événement, votre visibilité sur Info Musement Show.